on va pouvoir redémarrer. Vous êtes quand même impeccablement à l'heure. Pas prêt pour la sieste du tout. mais pour redémarrer, alors on va redémarrer l'après-midi dans le vif du sujet du département de l'Ain, puisqu'on va parler de l'espace éthique de l'Ain, qui fonctionne depuis un an tout juste, je crois, à Lilian Doja. Donc c'est Lilian Doja qui est le coordinateur de cet espace éthique qui va vous le présenter. Donc oui, comme le disait Agnès, cet espace de réflexion éthique, il n'a même pas soufflé sa première bougie, puisque notre première réunion, elle date du 9 juillet 2021. Donc 10 mois d'existence, c'est déjà une belle histoire. Donc je vais essayer de vous la retracer, je vais présenter comment on l'a conçu, comment on l'a imaginé, comment il évolue aussi, parce qu'il est loin d'être figé, et Dieu merci, ça serait quand même dommage. Tout ça après un buffet copieux, donc il va falloir que j'envoie du lourd. Alors, 15 juillet 2021, jour de prise de poste. Je relis attentivement les missions qui m'incombent. Mettre en œuvre une coordination des situations complexes. Mettre en œuvre et coordonner un comité éthique. Développer l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. Sans doute un peu naïvement, autant que prudemment et timidement, m'étais-je dit, la mission 2, elle viendra forcément après, tu es tranquille. Tu vas d'abord être attendu sur les deux autres. L'éthique, c'est un grand mot, souvent employé, mais qu'on touche rarement réellement du doigt dans sa pratique quotidienne, pourrait-on penser un peu hâtivement. Quoique, n'empêche, pour la première fois, on me convoquait à aller voir ça de plus près, et qui plus est très vite, car comme dans tout projet expérimental, le temps est compté. Celui qui nous réunit a par exemple une espérance de vie de 2 ans qui nous amène au 31 décembre 2022, demain. Paradoxal à mon sens quand on a à traiter d'un sujet qui invite à prendre le temps. À prendre le temps. Sait-on encore le faire dans nos institutions respectives, où l'on conjugue de plus en plus l'expression plus haut, plus vite, plus fort, alors que la métaphore qui me vient à l'esprit quand je pense éthique, ce serait celle du caillou dans la chaussure. Vous savez, celui qui nous invite à faire une halte, nous adressant ce petit message subliminal, cette vigie indispensable. Rien ne sert d'aller le plus loin et surtout le plus vite possible. Il faut surtout prendre le chemin le plus adapté à la personne qu'on accompagne, quel que soit le contexte d'intervention. Et de citer le Dalai Lama, lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. Dans tout projet, il n'est jamais aisé de partir d'une feuille blanche. De gribouillis en tâtonnement, il a fallu expérimenter, s'inspirer de la métisse de la Grèce antique, savant mélange de savoir-faire, d'habileté et de prudence, et pousser quelques portes afin d'essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot. Participer à des webinaires avec l'espace de réflexion éthique Île-de-France, croiser nos regards avec Nawel Bemba, animatrice de l'espace de réflexion éthique Sud-Essonne, compiler de la documentation, notamment celle du Créail des Hauts-de-France, très inspirante, fut une démarche essentielle pour compléter et parfois suppléer l'indispensable mais insuffisant accompagnement technique prévu pour la mise en œuvre de ce projet, à savoir 6 heures de travail en amont de la journée de lancement. Oui, mais qui va bientôt mettre autour de la table? La pluridisciplinarité est recherchée, outre des mandataires judiciaires de la protection juridique associatif et exerçant à titre individuel, il faut élargir les prismes par des professionnels exerçant dans les domaines du droit, de la santé, des sciences humaines, de la gérontologie. Mais comment les sollicite-t-on? Un appel à candidature est adressé à tous les mandataires associatifs et ceux exerçant à titre individuel, ainsi qu'aux autres professionnels identifiés en amont. Certaines associations font le choix d'y ajouter un chef de service ou de prévoir un suppléant pour garantir la continuité. Et comment présente-t-on notre instance? Un synopsis est rédigé présentant les objectifs de celle-ci, le fonctionnement prévu, les échéances. Et nous voilà le vendredi 9 juillet à nous retrouver à 15 personnes pour la matinée de lancement de cette instance qui nous permet de poser les jalons et repères et de créer de l'indispensable interconnaissance entre les différents membres, condition sine qua non autorisant la liberté de parole. Une première que l'on peut qualifier d'encourageante. 3 réunions plus tard, la liste des membres permanents s'est étoffée. On y retrouve désormais un médecin psychiatre, une psychothérapeute libérale, une professionnelle d'un service d'intervention à domicile et une professionnelle de la MDPH qui nous rejoindra pour la future réunion de juillet 2022. Autant de signaux positifs quant à l'attractivité de notre instance qui se réunit à une fréquence trimestrielle, toujours dans le même lieu et sur le créneau du vendredi matin. Avant que chacun et chacune ne reparte à ses prenantes et variées activités du quotidien, les débats se poursuivent ensuite de manière informelle, lors d'un apprécié temps convivial.
Depuis début 2022, la gouvernance du GCSMS 01 a pris la décision de confier à M. Bonjour l'accompagnement technique du projet. Ce choix génère une dynamique de collaboration différente, tant lors des instances qu'entre les séances. Au fur et à mesure du développement du projet, les outils s'affinent, la fiche de présentation de situation, la charte de fonctionnement retravaillée et validée lors d'une réunion, la communication, un réseau permettant une identification de notre instance auprès de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes ou de Cap-Mondroit, qui est représenté aujourd'hui aussi. Des modalités de compte-rendu qui évoluent et qui rappellent qu'il ne faut pas sous-estimer la charge de travail qui requiert ce type d'instance entre deux temps de réunion, notamment lorsqu'on fait le choix du verbatim pour rendre compte de l'intégralité des échanges de plus de 3 heures, et je sais de quoi je parle. L'identité également. Cette instance représente un territoire, le département de l'Ain, et un secteur d'intervention défini, la protection juridique des majeurs. 19 mai 2022, 15 mois et 4 jours après cette prise de poste, le comité éthique tel qu'il était nommé dans l'annonce de Pôle emploi a bien changé. Il est devenu l'espace de réflexion éthique, prononcé R, de la protection juridique des majeurs de l'Ain. Ce mot, avec sa phonétique et ses sens variés, qui ouvre le champ des possibles. Reprendre son souffle, prendre une respiration ou un bol d'air, ouvrir une nouvelle ère pour la protection juridique. Vous êtes environ 200 à avoir répondu à notre invitation pour cette journée qui vise à renforcer la visibilité et la lisibilité de notre instance. Ce soir, vous ne pourrez plus dire « je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait ». Pour cette journée, nous avons fait un choix fort, nous appuyer sur les compétences, l'expertise et l'engagement des membres permanents. Cela donne forcément une tonalité unique à notre journée. Merci à chacun de s'être engagé dans des exercices parfois inédits pour certains ou certaines, et pas forcément simples, alors que d'autres y sont forcément beaucoup plus rodés. Faisant allusion au philosophe comte de Sponville, Michel Fouchard écrit « L'engagement suppose une vertu, celle du courage. Que serait en effet l'engagement sans le courage? Que serait le courage sans la prudence sans la force sans la tempérance, en ignorant tout de la justice ?» En ce début d'après-midi, ce sont différents professionnels, mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, chefs de service, référentes de la réponse adaptée pour tous de la MDPH, équipe d'un SAVS, qui vont témoigner de leur expérience au sein de cette instance dans le cadre d'analyse de situation qu'ils sont venus nous présenter. Donc avant de conclure, je vais vous présenter chacun des membres permanents, sachant que pour certains, vous avez déjà fait leur connaissance ce matin. Alors, dans l'ordre alphabétique, qui est excusée Brigitte Alban, qui est chargée de mission coordination sociale et médico-sociale au CPA. Christelle Arbeau, on peut se lever, comme ça on est identifié par la salle, donc directrice adjointe de la TMP. Léa Bergenat, qui est responsable du pôle aide et accompagnement à domicile de la DAPA. Véronique Blanc, qui est excusée, qui est mandataire judiciaire exerçant à titre individuel. Pierre Bonjour, qui est en charge de l'accompagnement technique du projet. Chloé Buatier, qui est mandataire judiciaire à la TMP. Corinne Cheminet, qui est magistrate honoraire. Anaïs Cotte, qui est psychothérapeute libérale et qui est excusée. Aurélie Dallos, donc, qui nous rejoint et qui est référente de la réponse adaptée pour tous à la MDPH. Moi-même, ça se dit pas, mais comme ça. Voilà. Pierre Deleuze, mandataire judiciaire à l'UDAF. Éric Dez, qui doit arriver d'une minute à l'autre et qui est avocat au barreau de l'Ain. Arlette Duréal, qui est directrice du centre de formation en travail social de l'ADEA. Catherine Marion, qui est directrice de l'ATPA. Mathilde Michaud, qui est mandataire judiciaire à l'ATPA. Catherine Michon, qui est directrice de l'UDAF de l'Ain. Olivier Mollet, qui est directeur de l'ADAG et qui est excusé, mais on va en entendre parler dans quelques instants. Pierre Romain, qui est médecin généraliste et qui est excusé. Et Delphine Sola, qui est chef de service à l'UDAF de l'Ain. Et Joël Vernet, qui est médecin psychiatre. Et donc, parmi ces absents, certains ont témoigné, pas sous la contrainte, et donc on a un petit message d'Olivier Mollet, qui est directeur de la DAG qui, d'ici quelques semaines, formera avec soutien le nouveau DAC, dispositif d'appui à la coordination. Olivier Mollet, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, Olivier Mollet, je suis directeur de la DAG depuis janvier 2020. Je suis arrivé ici après avoir terminé le CAFDES et ça correspondait à mon choix de venir travailler dans le secteur de la gérontologie. Mais la DAG, du coup, c'est quoi ? Alors la DAG, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années, qui a vraiment comme vocation d'avoir une réflexion autour du vieillissement
et plus globalement de la géronto. Elle porte aujourd'hui 3 dispositifs qui sont connus, hein, le CLIC du bassin burgien, la cellule de prévention des situations de détresse de la personne âgée, donc plutôt une action de prévention des risques suicidaires chez la personne âgée, et puis un dernier dispositif qui s'appelle la MAIA, qui est un dispositif d'accompagnement assez renforcé, plutôt de personnes vieillissantes atteintes de maladies neurodégénératives et dans des situations très complexes. Comment avez-vous connu l'espace de réflexion éthique ? Alors, c'était une invitation hein, sur le sujet, une première réunion de présentation. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ça rejoignait des constats que je faisais déjà ici, où en fait, ces métiers de la coordination, ces métiers de l'accompagnement, souvent posent problème dans les limites d'action. Donc je l'ai connu en fait par invitation. Donc on avait dû être repéré comme une structure qui faisait déjà de la coordination. Après plusieurs mois de fonctionnement, quels apports en tirez-vous ? Alors l'intérêt, c'était que cette instance soit pluriprofessionnelle. Donc on croise des collègues qu'on va rencontrer sur d'autres situations, mais aussi d'autres corps de métier, ce qui permet de croiser des préoccupations et d'avoir des angles de vue qui sont vraiment complémentaires. On va croiser du juridique, on va croiser du sanitaire, on va croiser du social, et personne n'a vraiment la réponse. Et c'est là où se situe tout l'intérêt de ce type de réflexion déontologique. C'est qu'aucun ne détient réellement la vérité, il n'y en a pas de vérité, mais tout ça se situe entre de la discussion de ces différents acteurs, ces différents métiers. Donc si j'entends bien, cette expérience est positive. Alors elle est extrêmement positive. Donc moi, ma participation du groupe était plutôt comme observateur au démarrage. Mais l'intérêt que je trouve, c'est vraiment le fait que les collègues ont besoin de se repérer. Nous, on a un métier via la MAIA qui s'appelle gestionnaire de cas, en tout cas qui s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Et souvent, leur problème, c'est les limites de leur action. Et cette question des limites d'action, c'est vraiment l'intérêt que j'ai trouvé dans ce groupe, c'est-à-dire que le juridique va amener des réponses, l'approche médicale va amener des réponses, mais encore une fois, hein, je me répète, mais le fait qu'il n'y ait pas de solution facile ou très vite identifiable, c'est ce qui crée l'intérêt de ce groupe. Donc oui, j'ai vraiment trouvé un intérêt à pouvoir participer à ce groupe. Ce qu'il faut maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que les collègues qui soient sur le terrain puissent s'approprier ce type de réflexion pour pouvoir asseoir leur posture professionnelle dans les situations limites. Et justement, si vous êtes absent aujourd'hui, je crois que des membres de votre équipe seront présents et finalement ça répondra un petit peu à cet objectif de toucher plus particulièrement les acteurs de terrain et de leur faire connaître ce qui se passe dans cette instance. L'intérêt de la journée du 19, elle est vraiment importante puisque c'est la traduction de ce travail un peu expérimental en tout cas. Donc de le ramener déjà en moins d'une année, le ramener déjà à l'échelle du terrain, c'est vraiment important. Et ça n'aurait pas de sens d'avoir une instance qui soit détachée de la réalité des collègues. Donc vraiment, je suis très satisfait que cette journée puisse avoir lieu et je suis désolé de ne pouvoir y participer physiquement. Ça tombe bien. Alors, en conclusion, cet espace de réflexion éthique, ce sont des gens qui s'engagent collectivement dans le respect de la parole et la fonction de l'autre avec un grand A. Forcément, la douce euphorie qui pourrait nous envahir, tant votre présence nous comble et nous envoie des signaux positifs sur l'intérêt que vous portez au questionnement éthique dans votre quotidien, que vous interveniez dans le cadre de la PJM ou non, puisque cette journée réunit de nombreux professionnels d'autres champs d'action, social, médico-social, soins, santé, intervention à domicile, hébergement, des familles, des accueillants familiaux, des usagers, pères aidants notamment. Toute cette diversité, elle constitue une opportunité remarquable pour irriguer vos services, vos réseaux respectifs en faisant connaître cet espace en particulier, voir le dispositif expérimental du GCSMS dans son intégralité. L'ERS, c'est avant tout un espace d'humilité, l'ERS, c'est de l'artisanat. Il nous faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier.
Alors oui, cette journée constitue un bol d'air vivifiant dans le rythme effréné qu'induit la temporalité d'un projet expérimental où l'on nous demande de mesurer l'impact et les effets de nos actions quasi simultanément avec la mise en œuvre opérationnelle de celles-ci. Un bol d'air appréciable, certes, mais dès demain, il y a fort à parier qu'il y aura de nouveaux cailloux dans la chaussure. C'est en tout cas mon souhait le plus fort. Cela signifiera que les échanges et les interactions générées par notre travail d'aujourd'hui auront amené des hypothèses, des pistes d'évolution, d'amélioration. C'est aussi tout l'enjeu de cette journée. Cela signifiera aussi que vous aurez pris quelques minutes pour répondre au petit questionnaire d'évaluation qui vous sera adressé dès le début de semaine prochaine. L'intelligence collective doit nous permettre de faire évoluer notre instance, d'en mettre en œuvre d'autres journées de ce type, pourquoi pas dès l'année prochaine, m'a-t-on dit. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier la gouvernance du GCSMS pour la confiance accordée et l'autonomie d'action, les élèves de première du métier de l'accueil du lycée Saint-Joseph et leurs professeurs, les techniciens de concept son qui filment tous les échanges de façon à ce que les personnes qui n'ont pas pu se libérer puissent profiter de l'intégralité de ceux-ci, les journalistes Christophe Milazzo pour le magazine Interaction, Josette Besset pour Le Progrès et Cyprien Dumas pour La Voix de l'Ain, qui relayent ou ont relayé la journée, l'illustrateur qui fait beaucoup rire, Jacques Sarda, alias Clé de 12, qui capte son regard. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas le dire, mais il a un regard sardastique, a priori. J'ai la primeur. Voilà. Les équipes de l'atelier chantier d'insertion, pôle restauration et traiteur de l'association Tremplin, qui nous ont servi l'accueil convivial et les déjeuners. Tremplin, dont la présidente Agnès Bureau assure l'animation de notre journée en tant que journaliste indépendante. Et puis Céline Charrière, qui est animatrice de la politique familiale à l'UDAF et qui a assuré un relais plus que bienvenu sur toutes les démarches liées au numérique. Je vous souhaite un bel après-midi et je reste à votre disposition à l'issue de la journée pour d'éventuels compléments concernant le GCSMS en général et l'air en particulier. Bon, bah écoutez, on redémarre avec un petit air de Festival de Cannes. Alors, Lilian est moins bien habillée que Virginie et Fira, mais c'était quand même très bien entre le grand écran et les applaudissements. Ok. On va continuer en étant très, très concret pour que vous puissiez vraiment toucher du doigt ce qui se passe dans ces réunions de l'espace éthique. Et pour ça, donc, je vais appeler les 5 personnes qui vont nous présenter 2 situations à rejoindre du coup la tribune. Où est-ce qu'il est notre deuxième micro? Alors, on a un micro. Il nous manque... Ah bah oui, il est là, forcément. Les premiers, voilà, vous vous installez par ici. Voilà. Ouais, si ça vous va. Ça ouvre. Allez, moi je... Et puis Delphine et Pierre, je vous invite à patienter dans notre... Alors, donc, on a dans l'ordre Alain Filleux-Pomerol, voilà, qui est cadre à la page. À côté de lui, c'est sa collègue Nathalie Botton, qui travaille au service d'accompagnement à la vie sociale de la page. Donc, vous deux, vous êtes les personnes qui connaissez bien la situation, enfin le monsieur dont on va parler après, du coup. Chloé Budiatier dans l'ordre, voilà. Donc, qui est mandataire à la TMP, et puis Aurélie Dalloz, vous représentez le département, enfin la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Vous allez nous parler en fait finalement d'une séquence de l'espace éthique qui a eu lieu récemment, parce qu'il me semble que c'était la séquence de décembre. Nathalie Botton, vous nous présentez, alors c'est anonymisé bien sûr, on n'a gardé que des initiales, mais monsieur A. Je parle que juste comme ça. Oui, ça marche. Bon, en tout cas, c'est impressionnant. Alors, pour rejoindre un petit peu ce qui se disait ce matin, je trouvais que voilà, nous, on va parler de ce monsieur, donc, et on renverse un peu l'entonnoir du petit dessin, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une situation concrète et comment on va, en fait, du coup, ça permet d'ouvrir sur des échanges. Vous parliez tout à l'heure, monsieur Bonjour, d'intersubjectivité, et c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on peut travailler, quoi, parce que toujours à se questionner. On est venu à
deux voix quand même, parce qu'on est tout le temps en train de se poser les questions si on prend les bonnes décisions et si, voilà, et jusqu'où on peut aller. Donc je vous parle vite fait de Monsieur A. Donc Monsieur A, donc je vais un peu je vais dire de lui ce qu'il aurait accepté de ce que je dis. Voilà, il y a des choses. Donc c'est un monsieur qui vit au SAVS depuis 2006. Donc notre SAVS à Meximieux, il a la particularité d'avoir un habitat regroupé qui est adjoint au service. Donc les personnes sont dans leur appartement et vivent en autonomie. Ils sont accompagnés par le SAVS donc pour les aider dans leur vie quotidienne, achat, enfin, entretien de logement, accès aux droits beaucoup, et puis voilà, les soutenir dans leurs décisions. Monsieur, donc, du coup, il a beaucoup d'addictions dans sa vie de tous les jours, dans lequel il a besoin d'être soutenu. C'est un monsieur qui a arrêté, en tout cas, qui a arrêté d'avoir un suivi. Enfin, à l'époque où on en parlait, en tous les cas, il n'avait plus de suivi ni médecin spécialiste et puis ni médecin psychiatre. Enfin voilà, vraiment, il refusait le soin. C'est quelqu'un qui est quand même particulier, qui a une particularité physique très importante parce qu'il est vraiment en surpoids et c'est vraiment un risque majeur pour sa santé. Donc il a besoin de soins quotidiens avec un service infirmier qui est censé passer tous les jours, mais bon, que monsieur, en tous les cas, n'accueille pas forcément. C'est quelqu'un qui ne peut pas entretenir son logement tout seul, donc il y a des aides à domicile qui ont essayé de passer chez lui de façon régulière. Donc deux services se sont épuisés à essayer d'intervenir dans son logement. Et voilà, après c'est quelqu'un qui aussi, quand il va pas bien, il est quand même pas sans lien, c'est qu'il appelle les services et il harcèle au téléphone, que ce soit le SAVS, mais aussi les mandataires judiciaires, pas jusqu'à la MDPH quand même. Et c'est aussi quelqu'un du coup qui a fait l'objet en tout cas de de 2 PAG et on a fait de nombreux signalements. Un PAG ? Alors, un plan d'accompagnement global, voilà, en tous les cas, qui réunit tous les partenaires susceptibles d'intervenir, enfin d'améliorer l'accompagnement de ces personnes, donc, et qui souvent qui était plutôt piloté par Aurélie Dalloz. Et en tous les cas, bon, c'est aussi une personne pour qui on a fait des signalements aux autorités, enfin à l'ARS, et puis aussi au département. Voilà. Et donc, il y a une mesure de curatelle renforcée. Oui, et là, une curatelle renforcée. Donc, c'est un majeur. Hein, et oui. Ça, c'est vrai que c'était important. En tout cas, Madame Cheminet nous a bien remis enfin, voilà, ça nous a bien remis ça en tête. C'est un majeur qui décide. OK. Alain Filleux-Pombrol, qu'est-ce qui, du coup, vous posait particulièrement problème en termes éthiques ? Alors, en termes éthiques, l'équipe s'est retrouvée face à toutes ces difficultés, ces différentes mises en échec, face à un tas de questionnements. Pour savoir comment accompagner et, par exemple, jusqu'où, la première question que nous nous sommes posées, c'est jusqu'où va la responsabilité de notre établissement pour une personne qui vit dans un logement qui n'est ni tout à fait un foyer, ni tout à fait un habitat ordinaire, mais où nous devons assurer la sécurité. Donc, où commence notre responsabilité, où elle s'arrête ? L'équipe, elle, se posait le même type de question, c'est de dire jusqu'où devons-nous aller pour assurer la sécurité de quelqu'un ? Mais ça, dans le respect de ses choix. Et parfois, ce n'est pas toujours facile à concilier. Par exemple, si nous ne faisons rien et qu'il se met en danger, il se met en danger, et il y a un risque vital, devons-nous respecter ses choix et ne rien faire ? Ou devons-nous intervenir de manière plus intrusive et là, peut-être devenir maltraitant, parce qu'on passe au-delà de ce que lui, il souhaite. Et aussi, les équipes se sont retrouvées en difficulté à se poser la question de « mais que devons-nous faire quand les autres acteurs se retirent du quotidien ?» Comme l'a dit Nathalie, 2 associations se sont épuisées dans l'entretien du logement. Et nous, qui l'accompagnons, qui à un moment nous sommes retrouvés les derniers à l'accompagner, jusqu'où devons-nous aller ? Est-ce que l'on doit dépasser nos missions ou est-ce qu'on doit se cantonner dans nos missions ? Voilà, la question se pose. Et bien sûr, avec le risque d'épuisement des équipes. C'est lié. Des équipes, mais aussi des soutiens familiaux, parce qu'on ne sait pas, face aux difficultés, on s'est retourné vers la famille pour qu'ils donnent un petit coup de main, mais eux aussi se retrouvent en difficulté et en risque d'épuisement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ces questions que nous avons amenées en PAG,
Et Madame Dalloz nous a proposé justement de participer, enfin de rentrer dans le cadre de la réflexion d'éthique. Et je vais arrêter là. On va passer le micro où elle prend l'autre micro à Chloé Buatier. Pardon. Du coup, il y avait suffisamment de questions et suffisamment pas simples pour que ça vous ait occupé 2h30 pratiquement sur Oui, la c'est séance ça. de l'espace éthique. Vous avez commencé par repartir de ce qui vous unit à ce monsieur et vous professionnels, c'est la mesure de protection judiciaire. Oui, c'est ça. Du coup, il y a une mesure de protection judiciaire depuis 2015 qui est justifiée par un certificat médical circonstancié. Du coup, on a pu se poser la question en quoi la mesure de protection elle était nécessaire, qu'est-ce qui allait se passer s'il y avait un arrêt de la mesure de protection ou au contraire une aggravation de la mesure. Parce qu'à la limite, vous pouviez vous pencher parfois vers une aggravation de la mesure. En tout cas, c'est la question qui avait été posée pour Ouais. venir aussi sur cet espace-là. S'il y a une aggravation de la mesure de protection, est-ce qu'on pourrait contraindre monsieur aux soins ? D'accord. Du coup, par rapport à ça, on a pu se rendre compte que sans mesure de protection, les parents pourraient prendre le relais. Cependant, ils étaient déjà très présents, ils seraient encore plus sollicités, voire même financièrement, et ils en faisaient déjà beaucoup. Que la mesure de protection, elle faisait tiers également dans la relation parent-enfant. Que monsieur, il avait aussi et surtout la capacité d'exprimer ses choix, et c'est ce qu'il faisait aussi. Donc l'aggravation ne se justifiait pas du tout. Que même en tutelle, dans tous les cas, le respect de la personne et de ses volontés restait plein, et que dans cette situation-là, la mesure de contrainte, en tout cas aux soins, n'était pas envisageable. Ce qui était compliqué aussi dans cette situation, si j'ai bien compris, et qui vous avait motivé, vous, notamment à la MDPH, c'était que, à la fois, on entend des fois des petits rires qui nous obligent à regarder un petit peu de côté. C'est que du coup, à la fois, ce monsieur, il adhérait en général aux démarches qui étaient proposées, et puis après, il mettait tout en échec. En fait, oui, moi, au départ, donc j'avais été sollicitée par le SAVS. Il y avait de nombreux packs qui avaient été déjà écrits dans cette situation pour monsieur, où systématiquement, il était en accord, donc il signait, puisque dans les plans d'accompagnement global, la personne et son représentant signent le document. Et dès l'instant où il fallait mettre en action, ce monsieur les mettait en échec. On est arrivé donc sur septembre-octobre l'année dernière à un point où il n'y avait plus que le SAVS. Moi, on me demandait encore un PAG, sachant pertinemment la façon dont le monsieur fonctionnait en fait, en mettant en échec systématiquement. Et je me suis dit, mais jusqu'où on va ? Sachant que dans la réponse accompagnée pour tous, je ne peux arrêter un plan d'accompagnement global que si j'ai trouvé la solution adaptée et à la volonté de la personne, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on n'avait jamais la solution. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir aider le SAVS dans tous leurs questionnements, parce que c'était les derniers, et surtout eux, ils ne pouvaient pas arrêter l'accompagnement. Voilà, comment on travaille tout autour de ça. Du coup, en fait, ce autour de quoi, si j'ai bien compris, a tourné aussi la discussion, c'est que vous, professionnels, vous vous trouviez dans un genre de conflit entre deux valeurs qui sont valables l'une et l'autre, qui était pour vous la responsabilité de protéger la personne, et une autre qui était le respect de l'autonomie de la personne qui était capable d'exprimer sa volonté. C'est ça. Vous vous en êtes sorti du coup dans la discussion de Alors, moi, en fait, ce que j'en ai retenu de cette commission qui a duré 2h30, c'est vrai que c'était très riche. Ça m'a permis de prendre du recul sur toutes ces situations. Et à l'impossible, nul n'est tenu, c'est la phrase que j'ai retenue, Madame Cheminet qui me l'a dit, en fait, voilà. Et c'est ce que j'ai retenu. Aujourd'hui, on essaie d'accompagner, on propose des choses, les personnes, voilà, s'en saisissent ou pas, c'est leur choix, c'est leur droit, et on doit l'accepter. Voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur la situation. Il y avait une des interrogations aussi, c'était, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était la question de la responsabilité des équipes. Jusqu'où jusqu'où on endosse en fait, où on laisse les professionnels endosser des responsabilités qui sont de leur ressort ou pas. Moi, je ne parlerai pas de la responsabilité des équipes, parce que ça, c'est M. Filleux qui va faire. Mais c'est plus, moi, en tout cas, par rapport à la commission, ce que moi, j'ai restitué aux équipes, c'était la question on parle beaucoup d'autodétermination dans notre secteur actuellement. Et c'est vraiment un mot, c'est pas juste un mot, c'est quand même vraiment à mettre en avant. Et c'est vrai que le majeur, pour le coup, voilà, en tout cas, Mme Cheminet a bien insisté
insister sur le fait de la personne, c'est elle qui décide et c'est personne d'autre. Et il faut faire avec. Et c'est vrai que les personnes, nous on parle de parcours de vie, projet, des choses qui seraient plutôt belles. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, c'est peut-être Monsieur Bonjour quand on parlait de l'intérêt. Même dans la loi, c'est écrit, on aide la personne à prendre cette décision dans son intérêt. Après, ça reste à déterminer qu'est-ce que l'intérêt. Mais c'est un monsieur, en tous les cas, qui était tout, voilà, qui vit dans un lieu quand même, dans une hygiène déplorable, qui veut pas qu'on le soigne, qui veut pas rester dans les lieux d'hospitalisation. Les urgences, elles le renvoient tout de suite parce qu'il dit qu'il veut partir. Donc, autant dire qu'ils vont pas le retenir. Les médecins, ils le reçoivent plus parce qu'il veut pas les voir. Enfin, et du coup, nous, on vit avec, on l'aide dans sa vie à lui, mais c'est pas dans comme on projette nous, hein, voilà. Et pour la responsabilité des équipes, on en a beaucoup échangé quand même. Alors, la responsabilité des équipes, aujourd'hui, alors moi j'ai malheureusement pas pu participer, et je le regrette, mais alors infiniment, à cette séance de réflexion. Mais ce qui m'en a été rapporté, et qui fait sens pour moi, c'est qu'effectivement, à l'impossible, nul n'est tenu. Et si ce monsieur ne veut pas faire certaines choses, eh bien, nous allons essayer de le conseiller, de le faire avancer dans ses prises de position. Et puis, ça va malheureusement s'arrêter là. Et même si ça met en difficulté les équipes, nous, notre travail, c'est de toujours remettre le travail sur le métier. Moi, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles ne perdent pas l'envie. Et ça, c'est important. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est toujours motivée et qui cherche toujours des solutions. Et ça, c'est quand même sacrément agréable. Mais voilà, notre responsabilité, elle est là, de toujours chercher des solutions, toujours avancer. Malheureusement, si ce monsieur ne veut pas adhérer et les met en échec, notre limite s'arrête là. Voilà, aujourd'hui, ce que nous en retournons et ce qui un petit peu apaise les équipes, c'est de savoir que voilà, on n'en est pas tenu à une obligation de résultat, pas sur ce champ-là au moins, tout au moins. Voilà, j'arrêterai là. Même si les inquiétudes allaient jusqu'au fait de trouver le monsieur mort dans son appartement. Ouais. Oui, c'est ça. Les questions. Une autre question qui s'est posée, voilà, je ne vais pas les reprendre, mais si la personne ne répond pas, quand on frappe à sa porte, est-ce qu'on rentre chez lui ou pas ? Il y a l'inviolabilité du logement. Normalement, on ne doit pas rentrer. Oui, le monsieur, il est chez lui, il n'est pas hébergé dans un foyer. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on a choisi, on a travaillé avec lui, voilà, c'est décidé. Donc tout ça, ça nous a amené des pistes de réflexion pour aborder le problème différemment. On a encore 2-3 minutes. Vous vouliez commenter, vous aviez d'autres points de commentaires sur cette expérience ERE et en particulier sur cette situation ? Alors moi, ça m'a permis de connaître mieux les mesures de protection. Parce que la réflexion de la mise sous tutelle, de l'aggravation, ça venait de moi. Parce que je pensais qu'avec une tutelle, la personne était moins libre et on pouvait plus décider pour elle. Mais voilà, ça m'a permis aussi de prendre mesure du travail des mandataires judiciaires. Et cette ouverture, on a besoin de tous se connaître et de connaître toutes les limites et le travail de chacun pour pouvoir accompagner les personnes au mieux. Et je trouve que dans ce comité, on trouve la pluridisciplinarité qui fait qu'on se connaît de mieux en mieux. Chloé, un petit mot ? Oui, du coup, j'ai trouvé ça d'autant plus important qu'on puisse avoir des partenaires qui nous rapportent ce genre d'éléments-là. On est très souvent confrontés au niveau de notre quotidien à la méconnaissance de notre travail, à nous demander de faire des choses pour la personne, de prendre des décisions pour une personne. On a beau renvoyer à la réalité de notre métier et les limites de notre intervention, elles sont très souvent difficilement entendues également. Donc c'est d'autant plus important de se faire connaître à travers des espaces comme ça, de pouvoir réfléchir ensemble, se questionner aussi ensemble, et ça permet de mieux se connaître et de connaître aussi le réel travail du mandataire qui est fait avec la personne accompagnée et non pas pour seulement la personne accompagnée. Merci. Alors vous restez ici parce qu'après vous pourrez intervenir dans la salle et puis vous allez intervertir vos places avec donc Delphine Sola, qui est chef de service à l'UDAF, donc au service de mandataire, et puis Pierre Deleuze, qui lui est mandataire. Donc vous, tous les deux, vous allez nous parler d'une autre situation, plus classique, presque on pourrait dire plus banale, par rapport à... Alors, c'est vrai que du coup, vous ne pouvez pas voir le petit dessin, je les gêne. Oh, je vais mettre ici. Par rapport à la situation de monsieur. Oui, c'est très frustrant parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder les dessins. Parfois, c'est perturbant, même, carrément. Alors, c'est vrai que nous, la situation dont on va vous parler est beaucoup plus
beaucoup plus ordinaire que Ouais, celle moins complexe, on va que celle dire. de Monsieur Ouais, A. voilà. Tout à l'heure, dans sa présentation, Lilian parlait des différentes missions qui lui incombaient à travers le groupement, les situations complexes et le RE notamment. C'est vrai que là, on est un peu dans les deux cas, à la fois une situation complexe et le RE. Nous, on est réellement dans une situation qui n'a rien de complexe. Alors, le profil de ce monsieur dont vous allez nous parler. Alors, Monsieur En G, quelques- Monsieur G, alors c'est un monsieur qui est jeune, qui a 34 ans. Pardon, Delphine. Je vois déjà les personnes de l'UDAF en train de rigoler qui situent immédiatement de Oui, qui on va alors parler. c'est vrai qu'à l'UDAF, dès qu'on parle de Monsieur G, tout le monde a une image. Vous ne vous trompez pas. Ce monsieur a donc 34 ans. Il a eu une scolarité en ITEP. Aujourd'hui, il habite seul dans un logement social dont il est locataire. Il est le père de 2 fillettes qui, semble-t-il, font l'objet d'une mesure de placement et pour lesquelles M. G bénéficie de visites médiatisées. Accessoirement, il était également séparé de la maman des 2 petites filles. Sur le plan de la mesure de protection, chef, Delphine. Non, elle m'avait dit qu'elle m'avait interdit de l'appeler chef. Donc je vois qu'il respecte totalement. Donc Pierre l'a souligné, Monsieur G est très jeune puisqu'il a 34 ans et pour autant il est en mesure de protection depuis peu après sa majorité, depuis ses 19 ans. Et se sont succédés finalement à sa demande des requêtes en allègement, voire en main levée, qui n'ont jamais abouti pour les mains levées, mais en tout cas il y a pu y avoir des allègements puis des aggravations pour toujours se maintenir quasiment en mesure de curatelle renforcée. Les deux sujets qui vous ont amené à proposer cette discussion à l'ERE, ça portait sur quoi? Alors en fait, c'est extrêmement simple, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une situation ordinaire. Telle que nous le connaissons, Monsieur G est une personne qui, sur le plan de la relation, nous sollicite de manière permanente. Il m'est arrivé d'avoir en 2 heures de temps ma boîte vocale saturée. On a pu comptabiliser, je crois, jusqu'à 18 mails par 24 heures. Et encore, ça, c'est les années bissextiles. Donc, c'est quelqu'un qui nous sollicite sans arrêt. Et lorsque, au sein de l'UDAF, on m'a confié la reprise de sa curatelle renforcée, essayer de voir avec lui comment on pouvait trouver un mode de relation qui, à la fois, rende les choses supportables pour moi, je dois l'avouer quand même, mais qui la rende aussi supportable pour lui, en répondant autant que faire se peut à ses attentes, à ses demandes et à ses besoins, sans que, pour autant, il soit sans arrêt devant son ordinateur, sans qu'il soit sans arrêt au téléphone. Donc on a mis en place tranquillement les premiers mois un principe, c'est rendez-vous tous les mardis à 16h30. Toutes les 4 à 6 semaines, c'est alternativement chez lui, alternativement dans les locaux de l'UDAF. Le reste du temps, c'est par téléphone. Et on va dire globalement, ça fonctionne plutôt bien. Il a toujours la possibilité, à tout moment, quand il le souhaite, de m'envoyer un mail, sachant que je ne répondrai pas à son mail tout de suite, mais que le mardi suivant, ça sera un temps que nous pourrons passer ensemble autour du sujet de son mail. Vous avez trouvé un accord mutuel et un rituel qui fonctionne à peu près bien. C'est quoi les cailloux dans la chaussure qui restaient pour vous? C'est vrai que du coup, tout va bien. Enfin, presque. En fait, la question, pour moi, qui se pose, c'est, ce monsieur, il est jeune, il a 34 ans. Et j'ai l'impression que dans le mode de relation que nous avons mis en place, lui et moi, parce que nous l'avons vraiment mis ensemble, hein, ce mode de relation, nous l'avons vraiment élaboré ensemble, j'ai l'impression de ne pas lui laisser la possibilité aussi d'évoluer. J'ai un peu l'impression de l'infantiliser dans la relation. Et c'est vrai que c'est cette question de l'infantilisation dans la relation qui, à un moment donné, nous a amené à nous dire, bah, tiens, et si on allait voir nos petits camarades de l'espace de réflexion éthique, voir ce qu'ils peuvent en dire, eux, de leur place. Voilà. Delphine, oui. Oui, parce que comme l'a souligné Pierre tout à l'heure, c'est une situation tout à fait banale et je pense que tous les MJPM peuvent identifier une situation qui entraîne les mêmes difficultés en tous les cas au quotidien. Alors Pierre s'interroge sur le mode de communication infantilisant. On peut aussi s'interroger sur le fait de préserver la qualité
et les conditions de travail du professionnel qui intervient aussi dans cette mesure de protection. Donc je pense qu'il y a une double question finalement dans cette question à la base. Votre deuxième point important, c'était la question de la gestion de l'argent. Alors ça aussi, on est là aussi dans un grand classique. Hein, la personne protégée, je rappelle que Monsieur G est en curatelle renforcée. Je regarde Corinne Cheminet, hein, article 472, je l'ai bien présent à l'esprit. Article 472 du Code civil, bien sûr, oui. Et ce monsieur, effectivement, il est en permanence dans des demandes supplémentaires de versement d'argent. Alors, il a développé des capacités extraordinaires. Hein. Est-ce qu'il a quoi comme ressources à peu près par mois? Il a un reste à vivre de... Alors, globalement, c'est un monsieur qui a une AH, qui a une APL, il a à peu près 1100 € de ressources, et on arrive à un excédent qui varie selon les mois entre 350 et 400 €, qui lui sont donc mis à disposition. Les modalités de mise à disposition varient, mais toujours est-il que ce n'est jamais assez, ce n'est jamais le bon moment, ce n'est jamais de la bonne manière. Donc c'est vrai que l'idée, c'est en respectant la lettre stricte du 472, faudra me faire une séance de rattrapage tout à l'heure, hein, Clé de 12. L'application de l'article 472, en fait, on lui remet ces 400 €. OK. 10 jours après, il n'a plus rien. Donc, il n'a plus rien dans le frigo non plus. Donc, comment fait-on? Donc, effectivement, on a été amené à essayer de mettre en place un calendrier, des restrictions sur la mise à disposition de son argent dans le temps. Il a bien la totalité de son excédent sur le mois, mais on l'étale. Sauf que, là aussi, je parlais d'infantilisation tout à l'heure, on assure, j'allais dire, c'est le fait qu'il ne se retrouve pas, au bout de 15 jours, sans la possibilité de faire ses courses. Mais pour autant, est-ce qu'on l'aide réellement? Et en fait, on rejoint un peu la question de l'infantilisation aussi. D'autant que ce monsieur, il a quand même des ressources personnelles relativement importantes, puisqu'il a réussi à trouver plein de petites failles aussi pour gratter un petit peu de déficit. Alors voilà, bon. Et ce qui complique aussi beaucoup les questions autour de la gestion de l'argent, si j'ai bien compris. Parmi les collègues mandataires, ouais. Si certains d'entre vous ne savent pas comment on fait pour retirer 3 fois le solde de son compte, venez tout à l'heure à la pause, on vous expliquera, parce qu'en fait, moi, c'est Monsieur G qui m'a expliqué comment il faisait. Hein. Il est effectivement capable de retirer 2 fois, 3 fois parfois le montant du solde de son compte argent de vie. Il a même été capable, à un moment donné, d'identifier une faille dans le système bancaire qui lui a permis, avec des virements de 1 €, de ramener son compte de gestion à un solde à 0. Je pars le soir, il y avait 732,27 € de solde sur son compte. Chouette, je commence à planifier les règlements de facture. J'arrive le lendemain, Céline qui est là-bas m'alerte en me disant, Céline c'est une des comptables de l'ULAF, en disant tu as vu le compte de Monsieur G? En fait, le solde du compte de gestion de Monsieur G, il était à 0. Dans la nuit, il avait trouvé le moyen de faire 732 virements de 1 € sur son compte argent de vie. Il a de réelles compétences, ce monsieur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vous demande, vous, du coup? C'est de l'aider à le limiter dans ses débordements qui voit bien qu'il le mettent en difficulté, ou il veut quoi? Il évoque ses bêtises. Alors, le terme de bêtise, c'est lui qui l'emploie. Ou régulièrement, quand il fait ce genre de choses, hein, que ce soit retirer plusieurs fois le solde de son compte, voire faire des virements de compte à compte qu'il ne serait pas censé faire, il me téléphone dès le lendemain en me disant « Monsieur Deleuze, j'ai fait des bêtises ». Donc, il a cette conscience qu'à un moment donné, il commet une bêtise, il fait une bêtise, mais en même temps, en amont, il y a quelque chose d'irrépressible chez lui qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de les faire. Oui, je dirais même qu'il n'en assume pas totalement la responsabilité en systématique, puisqu'on a pu être sollicité par des partenaires, notamment dans le cadre du placement de ses filles, où il met en responsabilité son curateur en disant mais j'ai pas l'argent aujourd'hui pour pouvoir passer un moment sympathique avec mes enfants, etc. J'ai pas mon argent. Et si, mais c'est justement ces bêtises qu'il a pu faire les jours auparavant qui font qu'il est dans cette situation. Du coup, ce temps d'échange, alors Pierre Delezou, vous n'avez pas pu être présent le jour de la discussion, mais en tout cas, vous avez eu un compte-rendu très précis de ces discussions. Est-ce que ça vous a apporté des éclairages nouveaux sur cet aspect de la relation avec ce monsieur, de comment on peut se sortir aussi de cette
de cette relation à l'argent un peu. Alors s'en sortir, peu non. compliqué. S'en sortir, non. À un moment donné, c'est quand même lui qui dicte un certain nombre d'éléments de la relation. Alors, sur l'aspect en live, je laisserai Delphine. Donc, effectivement, moi, je n'étais pas là lorsque cette situation a été présentée. Et donc, je me suis fié. Tout à l'heure, Lilian parlait des verbatim. On sait le temps que ça lui demande, mais c'est un instrument extrêmement précieux parce qu'en en fait, à la virgule près, vous avez tout ce qui a été dit. Et alors, je n'ai trouvé aucune réponse. Mais, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, je crois que M. Bonjour notamment l'a évoqué, j'ai pu voir tous les angles de champ, tous les angles de vue d'une multitude de professionnels. Encore une fois, les membres de l'espace de réflexion éthique, avocats, médecins, psychiatres, psychologues, mandataires, etc. Je ne parlerai pas de magistrats qui rappellent régulièrement le cadre. Non, mais toutes plaisanteries mises à part, c'est effectivement une manière d'aborder une situation, de poser un regard sur une situation à 360 degrés. Ça n'est pas une recette. On ne va pas trouver de réponse opérationnelle immédiate. Par contre, on va trouver matière à prolonger son questionnement et à voir comment aller plus loin. Ta meilleure professionnelle pour la suite. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Restez, bougez pas d'ici, du coup restez assis si ça vous va. Je vous récupère par contre un des deux micros. Pas loin. Merci. Et c'est à vous dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des commentaires, des témoignages à faire en lien ou pas avec cette situation? Oui, alors il y a deux mesdemoiselles, c'est le temps du micro. Est-ce que je peux vous demander de... Voilà, juste le temps qu'elles arrivent. Il y a relever la main, c'est les personnes qui veulent parler? Oui, voilà. Et il y a un micro. C'est tout bon? L'autre. Oui, allez-y. Je veux bien commencer. En fait, voilà, moi j'avais un questionnement concernant justement l'aggravation de mesures de protection et tous les questionnements éthiques autour, en lien avec la difficulté des mandataires judiciaires qui ont un charge du travail très important et savoir comment prendre cette décision et la question de la privation de la liberté de la personne. Et j'en profite puisque j'ai le micro, mais peut-être pour après. J'ai un questionnement aussi concernant le positionnement des mandataires judiciaires et le secret médical. Voilà, merci. Rien que ça, merci. Qui veut donner juste voilà, un ou deux éclairages sur ces questions? Oui, concernant l'aggravation de la mesure de protection, c'est en aucun cas le mandataire qui prend cette décision-là. Si on pense qu'une aggravation est nécessaire, on peut en alerter le juge des contentieux et de la protection. On peut faire des requêtes aussi, des rapports à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, il faudra un certificat médical circonstancié avec du coup un avis médical qui indique qu'une aggravation est nécessaire. Et dans un second temps, une rencontre avec le juge des protections et de la protection et des contentieux qui statuera, lui, sur l'aggravation ou non de la mesure de protection. Sur la question des libertés, hein, c'est ça? La deuxième? Alors, j'ai pas tout compris au niveau de la deuxième partie de la question. C'était bon. Okay. Il y avait une autre intervention. Oui, pardon. Oui, moi j'avais une question par rapport à... Donc quand en fait l'espace de réflexion éthique se réunit, est-ce que la famille, l'entourage est consulté en amont, pendant, ou est-ce qu'il y a une restitution qui est faite à l'extérieur? Parce qu'on sait que même si les professionnels, bien sûr qu'il y a les limites, comme vous avez pu les exposer, il y a un moment on ne peut pas pallier à tout, on ne peut pas aller au-delà aussi des lois. On sait qu'il y a des fois un entourage et il y a des situations familiales qui peuvent être vraiment... ils se retrouvent démunis dans le désespoir. Et comment est-ce que justement on peut les accompagner aussi dans l'acceptation que on peut plus continuer l'accompagnement, et puis effectivement on sait qu'on peut laisser des personnes dans des situations très très complexes, quoi. Donc est-ce que comment est-ce que la famille, l'entourage peut être associé à ces décisions qui sont réfléchies et qui sont lourdes de conséquences? Alors,
Dans cette situation-là, je pense que la page pourra répondre, mais il me semble bien que la famille avait été concertée, que monsieur aussi avait été informé, que sa situation allait être présentée, tout ça lui avait bien été indiqué. Et un retour a également été fait et à monsieur et à la famille, qui a plus ou moins accepté tout ce qui a pu être dit, mais qui a en tout cas entendu et plus ou moins compris aussi tout ça. Est-ce qu'il est envisageable, Aurélie, vous vouliez intervenir? Est-ce qu'il est envisageable que la famille, par exemple, certaines fois, soit invitée à un espace de réflexion éthique? On va laisser Aurélie répondre, puis après, l'un de vous, je vous passe le micro. En fait, pour Monsieur A, on s'était réunis entre professionnels pour présenter à Monsieur un nouveau plan d'accompagnement global et essayer aussi de le faire réfléchir sur la situation. Et c'est à ce moment-là, il était accompagné de son papa. Et il y avait, on était tous là et on leur en a parlé. On a dit on vous propose, on a besoin nous d'échanger sur votre situation parce qu'elle nous renvoie beaucoup de choses et on parlait d'émotions ce matin. Il y a beaucoup d'émotions. Donc monsieur était tout à fait en accord et donc après c'est le SAVS de la page qui avait fait le retour à monsieur. Après dans l'acceptation des familles où on ne peut rien faire. Alors aujourd'hui je vais parler pour ma part dans la réponse accompagnée pour tous. Les familles, elles n'entendent pas pour l'instant. Enfin, c'est pas possible. On est on est le dernier rempart et on est les seuls pour eux à trouver des solutions. Donc, c'est très compliqué encore aujourd'hui pour ces familles. Comme Corinne Cheminet le précisait ce matin, on parle d'un adulte majeur et responsable. Ça veut dire que si la famille est associée, ça signifie qu'il a entièrement donné son accord et qu'il a le souhait éventuel de partager sa situation, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours facile à accepter pour les familles. Et puis effectivement, si on reprend la situation de Monsieur A, on avait une problématique aussi financière, c'est-à-dire qu'il réclamait effectivement de l'argent pour assouvir un petit peu son addiction. On était là aussi dans le cadre légal et en fait on ne lui reversait pas cet argent, donc il l'appelait tous les 2 jours, tous les 3 jours pour avoir, alors à certaines fois pour de bonnes, non, je vais reformuler. Certaines fois pour des raisons qui nous semblaient légitimes, certaines fois moins. Et finalement, on en a conclu qu'on le poussait aussi à inventer des choses, un décès, la nécessité de se déplacer, etc. Et ce qui a pu lui être dit quand on l'a rencontré avec Nathalie Botton et M. Fillot-Pomerol, c'était de dire ça suffit. Vous avez une mesure de curatelle renforcée, vous êtes en droit d'avoir cet argent à votre disposition, il va être mis à votre disposition et vous n'aurez plus à inventer ou à nous appeler pour une chose, une autre. On va juste respecter le droit et vous en ferez ce que vous voudrez. Et là, c'est vrai que quand les collègues qui sont dans la salle ont pu dire ça au papa, c'était très très compliqué pour le papa d'accepter cette situation. Mais finalement, d'après ce que j'ai compris, il a pu aussi entendre et comprendre et puis surtout comprendre que c'était une réflexion qui était posée, réfléchie, là aussi avec bon nombre de personnes autour de la table, professionnelles, reconnues, et que c'était pas une idée de tomber de nulle part qui nous faisait plaisir ce jour-là. Mais effectivement, la collaboration avec les familles, elle est forcément sous couvert de la validation de la personne elle-même. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, il y a une main qui s'était... Vous avez vu qui est-ce qu'il a? Ah d'accord, oui, juste à côté de vous. Il faut lever la main, Pio. Voilà. Excusez-moi, je suis peut-être à côté de la plaque, je ne sais pas si je m'appelle Étienne-Henri Creusevaux. Je sais que vous êtes un comité d'éthique, apparemment, d'après ce que... En tout cas, c'est en lien avec l'éthique. Par rapport... J'ai une question délicate qui peut concerner beaucoup de majeurs protégés ou même de curateurs, donc quand ils sont plus ou moins jeunes, par rapport à des majeurs protégés qui ont des souhaits de parentalité. Comment vous gérez les situations? C'est délicat, je sais bien que c'est délicat, mais comment vous gérez la situation quand des majeurs protégés ont des souhaits de parentalité qui se sentent empêchés par des professionnels ou par de la famille, ou même on leur dit que c'est pas interdit, mais il faut pas faire, quoi. Quelqu'un veut oui.
Merci. Alors du coup, je pense que je vais très simplement répondre que si une personne a un désir d'enfant ou de projet autre qui concerne sa propre personne, personne ne peut vous interdire de les construire ou de les mener à bien. Et comme dirait Corinne Cheminet, article 458 du Code civil. Oui, il a une complément à sa question, peut-être qu'on n'a pas suffisamment répondu. Oui, mais en fait, personne ne peut nous interdire ça, ok. Mais quand on vous parle de décompensation de la mère, alors que l'enfant n'est même pas au monde, qu'on ne sait pas encore la situation, comme ça se passait, et qu'on vous dit des choses horribles du genre on va vous le prendre dès la naissance, on va vous l'arracher dès la naissance, vous ne l'aurez pas dans les bras, des choses comme ça, c'est pas simple à entendre. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est un projet qu'on avait et du coup, en fait, finalement, on a été pas mal. Moi, je suis soit de Creusevaux, je suis la femme de Creusevaux-Étienne. Et en fait, je sais pas si c'était vraiment le lieu, mais après, disons qu'on a été freiné par les discours des soignants qui nous suivent et en fait, qui disaient les choses que disait Étienne tout à l'heure et en fait, nous, on a dit, ben oui, parce qu'en fait, ça paraît simple de mener à bien son projet, mais en fait, on ne voulait pas avoir les difficultés en fait, de ce qu'on entendait. En fait, du coup, ça nous a freiné, fait peur, et du coup, on n'a jamais rien fait, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être que Pierre, bonjour, du coup, parce que là, on est effectivement dans la déborde, question. là. Pardon ? On déborde. Non, c'est bon. Faut le dire, on déborde. Là, on est pour le coup dans le champ vraiment de la vie personnelle. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Pierre, bonjour, tout de suite, en réaction ? Mais du coup, il faut que je vous passe mon micro. Oui, je reprendrai pour les collègues de la page après, pour le collègue aussi. Là, juste sur les personnes qui viennent de s'exprimer, là. Il y a un exemple qui a été cité dans un des bouquins dont je vous ai parlé ce matin, qui montre que les professionnels ont beaucoup d'imagination, mais les personnes qu'ils accompagnent ont beaucoup d'imagination, encore plus, et arrivent à trouver des solutions absolument incroyables. Et il y a un cas qui est cité là, d'une personne qui était atteinte d'une maladie qui faisait qu'elle se sentait constamment en danger. Et donc elle se méfiait de tout et de tout le monde. Et elle avait demandé à ce qu'avec l'argent dont vous vous occupez, la possibilité d'acheter une armure pour pouvoir prendre les transports en commun. Alors ils ont essayé de lui démontrer qu'aller se balader dans un bus avec une armure, ça n'allait pas le faire. Et donc, il a travaillé avec ses copains. Et finalement, ils ont trouvé l'astuce de proposer d'acheter un gilet pare-balles. Et quand la mandataire, je crois que c'était le terme qui était utilisé, a eu cette demande-là de dépenses, elle a dit « Oh ben non, moi je ne suis pas là pour cautionner un délire ». Enfin, je ne sais plus ce qu'elle a donné comme argument, en disant « Non, moi je ne peux pas faire ça, acheter un... » Donc avec ses copains, il s'est cotisé, ils ont acheté le gilet pare-balles, il a mis son gilet pare-balles, et depuis, il va faire ses courses tout seul, et il va au CMP du coin 3 fois par semaine. Alors que sans le gilet pare-balles, il ne faisait pas ses courses et il n'allait pas au CMP. Donc là, il y a un choix entre certains principes et d'autres. Je vous parlerai tout à l'heure de l'effet Cobra. Ne vous en faites pas quand vous prenez des décisions, aussi intelligentes soient-elles. Les personnes que vous accompagnez, elles aussi, elles ont des réflexions, des inventions auxquelles nous on n'avait pas pensé. Je crois que c'est assez typique, ça. Voilà, je vous remercie. Est-ce on a encore 5 minutes pour prendre une ou deux interventions ou questions ? Oui, au milieu, s'il vous plaît. Madame Belmadani, assistante sociale. Moi, j'aimerais juste dire qu'en fait, moi, je trouve que c'est encore très difficile, en fait, d'apprécier comment dire ça, au niveau de l'accompagnement, là où se situe, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la liberté, aujourd'hui, la liberté des personnes, on l'a beaucoup entendu justement par
en invoquant Madame Cheminet par rapport à la loi. Donc voilà. Mais il y a aussi le pendant de la protection. Et c'est vrai que c'est toujours difficile pour nous qui accompagnons ces personnes de se dire quand est-ce qu'on est, voilà, le moment où il faut, j'allais dire, on l'a en tête, le fait de respecter, j'allais dire, le choix de la personne, les besoins d'entendre, en fait, voilà, ce qu'il peut demander. Mais à un moment donné, il y a aussi, moi, des fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que... Gardez le micro de pardon, par rapport à l'assistant, vous voyez, est-ce qu'on peut me reprocher, par rapport à non-assistance à personne en danger, ou j'ai pas fait mon travail par rapport à aussi cet aspect-là. Je vois la magistrate qui fait non, non, non. Donc merci, j'ai ma réponse. Mais c'est vrai que l'appréciation entre la liberté de la personne et puis la question de la protection, alors elle se mesure, c'est sûr, au cas par cas, mais c'est, comment ça s'appelle, c'est aussi en échangeant avec les autres. Parce que c'est vrai, quand on se retrouve seul, c'est très difficile de... Voilà. En tout cas, ce travail d'appréciation, il n'est pas simple. Oui, parce que comme le couple qui est intervenu, ce qu'il demande, c'est qu'on l'écoute dans son souhait à eux d'avoir un projet d'enfant. Et... Ok. Par rapport à tout ça, je voulais juste rebondir sur la situation de mise en danger où nous, on s'est énormément posé la question du coup sur la situation de Monsieur A, où c'était vraiment au centre de cette situation, la mise en danger de la personne. Et où du coup ça a été important de reprendre après avec monsieur, de délimiter les contours également, de délimiter les interventions et de pouvoir réexpliquer aussi à monsieur que non, le SAVS ne va pas continuer à rentrer dans son logement dès qu'il ne répond pas, qu'il faisait jouer aussi quelque chose au SAVS et que c'était pas possible non plus pour les accompagnants, comme c'était pas possible non plus pour monsieur. Du coup voilà, ça a été aussi un gros travail avec les équipes, enfin je pense pour les équipes et avec monsieur de reprendre toutes ces choses-là. Juste pour terminer, c'est vrai que Madame Alban n'est pas là aujourd'hui. Mais... Non, mais pour terminer pour moi, en tout cas, Madame Alban... Madame Cheminet, vous êtes une vedette aujourd'hui. Madame Alban n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que, en tout cas, par rapport à la pluridisciplinarité, c'est vrai que c'est important, la dimension du soin et la représentation qu'on se fait de l'aide qu'on pourrait avoir voilà, de ses partenaires. Et enfin, en tout cas, par expérience, pour les anciens médecins psychiatres, où il y a une façon de travailler à un moment donné, c'est vrai que nous, dans les services d'accompagnement social, on attend beaucoup... Enfin, voilà, ça nous a permis ça aussi, d'aller à l'air, de remettre chacun un peu à sa place et puis de comprendre comment les choses se passaient. Et vraiment, c'est vraiment la personne, en tout cas pour vous, monsieur, et puis madame, qui faisait part de votre témoignage, c'est vous qui décidez. Hein. Puis après, on s'adapte, nous. Voilà. Une dernière intervention, oui, madame. Le micro est juste à côté. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur le plateau par rapport à ce que disait la dame dans le public. En fait, il faut aussi savoir qui on protège. Est-ce que c'est la personne que l'on protège? Est-ce que c'est la société que l'on protège? Beaucoup de mesures de protection, des fois, on a l'impression qu'on cherche à protéger l'environnement beaucoup plus que la personne. Et ça, à la base, alors Madame Cheminet, comme beaucoup de magistrats, c'est à eux de prendre cette décision aussi avec toutes les personnes. Et je voudrais aussi ajouter, comme vous disiez très bien, sur travailler avec la personne, jusqu'où vont les limites de l'accompagnement et le faire avec elle. Il y a aussi toute une démarche qui est mise en place, je ne sais pas si vous la connaissez, sur les directives anticipées, par exemple en psychiatrie, en disant, voilà, le jour où il m'arrive telle chose, j'accepterai d'être un peu sur le principe du mandat de protection future. Et je trouve que de travailler avec les personnes quand elles vont bien sur quelles que sont les limites, ça nous aide, nous, professionnels, à déterminer notre cadre d'intervention. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on passe à la séquence suivante. On vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Et je vais demander à Joël Vernet, à Pierre Bonjour et à Corinne Cheminet de me rejoindre. C'est bon, tout le monde s'est délesté de son post-it. Alors, en attendant qu'on ramasse les derniers, donc je vais demander à Lilian, déjà. Et puis, vous intervenez tout seul pour la... Ah, d'accord. Il y a de l'improvisation.
Très bien, vous avez la parole, Monsieur Deschat. Merci Agnès. Déjà vous dire que du coup, on ne va pas faire la synthèse des post-it vert et bleu dans la foulée, on va laisser retomber un petit peu voilà, la réflexion. C'est un peu total impro, parce que ce n'était pas tout à fait prévu comme ça, la clôture de journée, mais bon, on va tenter une petite roulade. Déjà, voilà, ce qui ressort de la journée, c'est un mot vraiment qui est ressorti à plusieurs reprises, c'est la pluridisciplinarité. Ça tombe bien parce que c'était vraiment notre volonté quand il y a une douzaine de mois, on a voulu créer cette instance R, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, mais on trouve que finalement ça lui va très bien, et on ne le prononçait même pas comme ça avant, mais il y a une des membres permanentes qui nous l'a soufflé à l'oreille, et ça nous va très bien aussi. Donc on garde cette appellation R, et c'est vraiment l'idée de pluridisciplinarité et d'enrichissement permanent. C'est-à-dire que le groupe des membres permanents, il n'est pas figé, il bouge, il s'enrichit avec, j'entendais tout à l'heure, des professionnels de champs différents, avec une antériorité dans leur pratique qui est très variable, et c'est sans doute ça qui fait la richesse, et qui a déteint dans la salle aujourd'hui aussi avec des prises de parole variées, d'horizons divers. Ça, c'est le premier point, et forcément, ça nous donne, entre guillemets, du grain à moudre pour la suite, parce que cette journée, c'était une étape, une nouvelle pour notre instance. La prochaine, elle est dans quelques semaines, c'est le 1er juillet, puisqu'on aura de nouvelles situations à étudier. Donc on en attend des nouvelles situations. Cet après-midi, il y a des professionnels qui sont venus témoigner. Il y a quelques mois, ils ne connaissaient pas cette instance, et ils sont venus témoigner, nous saisir, échanger avec nous. Et pour l'une d'entre elles, elle rejoint l'instance en tant que membre permanent dans quelques semaines. Donc on trouve que ce cercle vertueux, il est aussi à entretenir, et c'est important. J'ai entendu aussi, il y a quelques minutes, se réunir, c'est bien, et je rajouterais pérenniser, c'est mieux, et c'est aussi un des enjeux. Aujourd'hui, c'est parfait, on peut être que satisfait de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, de la dynamique enclenchée, mais c'est qu'une étape, et il faut arriver à tenir sur la durée. Et ça, c'est aussi un des enjeux des mois à venir. Donc accueillir des nouveaux membres, je l'ai dit. Et d'ailleurs, on m'a soufflé à l'oreille qu'il serait bien que tous les membres permanents de l'instance, ils viennent finir la journée avec moi, parce que peut-être que chacun a un petit mot à dire. Peut-être qu'il n'a pas écrit son mot sur le post-it et il lui en reste un. Voilà, moi aussi j'improvise. Donc je vais appeler Catherine Michon, je vais appeler Christelle Arbeau, je vais appeler Catherine Marion, Mathilde Michaud, Pierre Deleuze, Arlette Durual, Pierre Bonjour, Aurélie Dalloz, Léa Bergenat, Chloé Buatier et Delphine Sola. C'est tous les élèves des premiers rangs. Plus Joël Vernet et Corinne Cheminet. Et puis, je suis issu du monde rugbyistique et je vais faire la petite passe à gauche maintenant. Voilà, merci. Donc je ne vais pas laisser Lilian tout seul dans l'embarras, mais effectivement, lui a refilé un petit peu le bébé. L'idée, c'était quand même aussi, avant tout, de le remercier parce qu'il a porté massivement cette journée. Donc je tenais vraiment à ce que vous l'applaudissiez très fort parce qu'il a vraiment œuvré pour que ce moment soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc on l'a exposé un peu, mais c'est tout à fait volontaire. Et on trouvait aussi très sympathique que tout le monde soit monté jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas question que les uns et les autres soient dans l'ombre. On reste dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas effectivement qu'il y ait d'écart, qui que nous soyons, dans cet espace de réflexion éthique. Et c'est grâce à tous ces membres, en fait, qu'on arrive à phosphorer ensemble, à élaborer et puis à trouver le bon chemin. Donc effectivement, au départ, c'était que la gouvernance, entre guillemets, qui devait être sur scène. On trouvait ça finalement un peu fade. Donc on a, au fur et à mesure de la journée, avec tout ce qui a pu être dit, on trouvait vraiment important que tous les membres puissent être identifiés et puis puissent vous inspirer aussi. Si toutefois vous avez envie de penser avec nous, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, je passe le micro à ceux qui le veulent. Alors moi j'avais deux remarques. Si vous êtes observateur, mais je ne le savais pas, il y avait un dress code ce matin, il y avait une consigne. Voilà, alors on est quelques-uns à être décalés. Moi je me suis aperçue au fil des participations au temps et à l'espace R que j'avais un rôle, c'était celui d'être la décalée.
Alors voilà, je vais jusqu'au bout. Je suis décalée aux couleurs aujourd'hui. Donc plus sérieusement, pour ceux qui ont envie de rejoindre, j'allais dire, il y a une pub qui dit ça, venez comme vous êtes. Eh ben, c'est ça. À R, on peut venir comme on est. Et exprimer les choses effectivement comme elles nous arrivent à l'esprit, et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse effectivement de cet espace et du coup de la pensée qui s'élabore. Voilà, donc moi je voulais remercier tous, bien sûr tous ceux qui participent à l'espace, mais vous tous effectivement aujourd'hui, on se le disait, il y a une qualité effectivement de l'attention, de l'écoute, des échanges, donc c'est tous ensemble, je crois qu'on a réussi cette journée. Merci à vous tous. Oui, juste rajouter, comme on l'a dit ce matin, pour l'instant, on est sur une expérimentation. Qui dit effectivement expérimentation, dit qu'il va falloir qu'on prouve que cet espace est important pour vous, voilà, parce qu'on est là pour vous, pour étudier les situations complexes, et puis effectivement apporter malgré tout la preuve qu'il va falloir pérenniser cette instance parce qu'elle est strictement nécessaire. Donc on compte sur vous pour ramener des situations devant l'espace de réflexion éthique, et puis comme mes collègues l'ont dit, remplir aussi le petit formulaire d'évaluation pour qu'on puisse rendre compte aux autorités et à nos financeurs de la bonne organisation de cette journée et de tout ce qui a pu se dire, s'échanger, et comme le disait Arlette, de la qualité de vos interventions et des intervenants qui sont venus sur scène. Merci à tous. Alors moi, je suis un professionnel de terrain, vous l'avez entendu tout à l'heure. Moi, j'ai envie de vous inviter à venir, parce qu'effectivement, on a bien, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on aborde une situation, qu'elle soit complexe ou pas, on a toujours cette richesse extraordinaire de l'ARE d'avoir une vision à 360 degrés, où chacun, ça a été dit tout à l'heure, ça a été redit, mais je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit, où chacun, depuis son angle, peut donner un point de vue qui va contribuer à éclairer une situation et surtout à éclairer nos pratiques. Hop là. Merci. Moi, je suis pareil, je suis comme Pierre, je suis du terrain. Et j'invite aussi tout le monde à venir participer parce que, alors c'est sûr, on ne repart pas avec une solution toute prête. Il faut en être bien conscient. Par contre, on repart avec plein de questions et du coup, une orientation différente dans nos pratiques et un moment où on s'arrête. Chose qu'on a rarement dans notre métier. Et pour ça, c'est extrêmement précieux. Donc, venez essayer. Comment ça ? Donc, on va conclure. Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. On vous tient au courant de la suite. Donc, la suite, c'est dès le début de semaine prochaine, un questionnaire d'évaluation de cette journée qui va arriver sur votre boîte mail. Donc, répondez-y, c'est très important parce qu'il y a bien sûr différents items. Et il y en a un, c'est le dernier, c'est suggestions par rapport à ce type de journée. Quelle est sa nécessité? Est-ce qu'il faut de la régularité dans ça? Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Parce qu'il y en a forcément, on en a déjà repéré plein. La deuxième chose, ça a beaucoup été évoqué. Pierre vient de le préciser. Toutes les situations qui arrivent au sein de l'espace de réflexion éthique, au sein de l'AIRE, elles ne sont pas forcément dans le dispositif de la coordination des situations complexes dont vous avez aussi entendu parler. En effet, le GCSMS, il y a différentes missions, je l'ai expliqué en début d'après-midi, coordination des situations complexes, là on est plus sur l'opérationnalité, et il y a des situations qui vous titillent, qui vous mettent en tension sur les postures, les limites, tout ce qui a pu être dit aujourd'hui, et là, elles peuvent rentrer dans l'espace de réflexion éthique. Certaines, je vois Ahmed, voilà, et je pense à une situation, eh bien, elles peuvent être dans les deux canaux,
Et puis il y en a, elles ont un chemin que dans la coordination des situations complexes, et d'autres, elles ont un chemin que dans l'espace de réflexion éthique. Et c'est important de le préciser, parce qu'on n'est pas sur la même temporalité, on n'est pas sur les mêmes attentes. Voilà. Après, je crois que cette fois, on a vraiment tout dit. Merci à tout le monde. Que les 12, je ne sais pas s'il y a une petite conclusion à faire. En tout cas, j'en vois une. Peut-être un défi pour que les 12. C'est-à-dire on aimerait bien tous caricaturer, c'est possible ça? Voilà. Et tout ça en 30 secondes. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et puis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures.